Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire consacrée donc au chapitre H2A de la Révolution française à l'Empire, qui est elle-même dans le thème 2 de CAP, deuxième année, donc qui est la France de la Révolution française jusqu'à la Ve République. Donc ici, nous sommes dans la troisième partie de ce cours, puisque ce cours de la Révolution à l'Empire fait 4 parties en tout. Donc si vous avez loupé ce cours ou si vous voulez des précisions, voilà, ce cours c'est la troisième partie. Alors, la deuxième partie s'achevait sur la Marseillaise et l'année 1792 où la France rentre en guerre contre l'Autriche-Hongrie. Et c'est à ce moment-là que les soldats marseillais qui viennent à Paris pour prêter main forte et entrer dans l'armée qui va aller ensuite euh, combattre en Prusse contre l'Autriche-Hongrie ramènent le chant de la Marseillaise. On s'était arrêté ici. Alors, hop, je commence donc la troisième partie par ce document que vous avez dans votre cours. Donc, vous pouvez écrire dans votre cours, donc si je vous montre le cours papier, on est là, vous écrivez à côté, c'est en haut de la page, ici, la prise des Tuileries, 1792. Donc, qu'est-ce que c'est que cet événement? Eh bien, en fait, donc la France déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et le chef de l'armée autrichienne, on va dire, il s'appelle Brunswick. Et Brunswick, il envoie une lettre qu'on appelle le manifeste de Brunswick aux révolutionnaires français et il dit: si vous touchez un cheveu de roi, de la reine, de la famille royale, je fais cramer Paris. En gros, il dit ça. Du coup, les révolutionnaires, ils se disent: Louis XVI est de mèche avec Brunswick, c'est un traître. Il ne veut pas qu'on gagne la guerre, il est allié à Brunswick. Donc, les révolutionnaires vont à Paris, au Palais des Tuileries, qui est à côté du Louvre, là où vivait Louis XVI, et ils vont chercher Louis XVI, le sortir de sa maison. Alors vous voyez que ça a été quand même très violent, hein, ça a été un massacre, puisque forcément les gardes, eux, ils ont défendu le palais face aux insurgés, aux révolutionnaires. Donc le roi a été fait prisonnier, et à partir de ce moment-là, eh bien, la monarchie va être abolie en France, il n'y a plus de roi en France, on va déclarer la République tout de suite après, le 21 septembre 1792, on déclare la Première République. Le roi est emprisonné à la prison du Temple et il sera jugé. Alors, dans cette Première République, il y a une grande assemblée, un petit peu comme une assemblée nationale, qui va s'appeler la Convention. Et dans la Convention, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord. C'est comme aujourd'hui en politique, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc, vous avez dans la Convention les Girondins, les députés de la Plaine et les Montagnards. Alors, les Girondins, donc, ils sont ici. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont plutôt à droite. Ils sont dirigés par Brissot. Et eux, ils sont révolutionnaires, mais ils sont modérés. Ils disent: ouh là là, on va se calmer, on va pas tuer tout le monde, on va pas euh, forcément couper la tête du roi, etc. Et ils veulent essayer de trouver un compromis, d'accord? De l'autre côté, complètement à gauche, vous avez les montagnards. Les montagnards, ce sont les plus révolutionnaires. C'est Robespierre, c'est Danton, c'est Desmoulins, c'est Marat, etc. Et les montagnards, eux, ils veulent vraiment une révolution qui va très loin. Ils ne veulent plus du roi à ce moment-là. Ils pensent que le roi est de mèche avec Brunswick. Et du coup, certains sont même des très très révolutionnaires. On va les appeler les enragés. C'est pour vous dire un peu. Et au milieu, bah, vous avez la plaine. Et eux, selon là où ils vont voter, ça va faire pencher plutôt pour les Girondins ou pour les Montagnards. Par exemple, un député de la Plaine, comme vous avez dans vos ateliers, c'est l'abbé Grégoire. Voilà, lui, c'était un député de la Plaine. On dirait aujourd'hui, c'est des centristes un peu, vous voyez. Euh, donc, ils sont pas tous d'accord. Et va arriver donc le procès de Louis XVI. Louis XVI est donc jugé, il est condamné à mort à une seule voix d'écart. Il ne faut pas croire que tout le monde était d'accord pour tuer le roi, hein. Il a été condamné à une seule voix d'écart et le pauvre, il avait un procès, il ne pouvait pas s'en tirer. C'est-à-dire qu'on a même fait faire des faux documents, des fausses preuves, etc. On ne voulait pas que le roi puisse s'en sortir dans ce contexte-là. Donc
Il est allé à son procès et il a été condamné à mort. Il meurt donc le 21 janvier 1793. Il est guillotiné. C'est une nouvelle forme de mise à mort qui est arrivée à la Révolution française, qui avait pour but de ne pas faire souffrir, d'aller très vite et de ne pas faire souffrir le condamné à mort. Donc la lame descend très vite. Vous allez voir tout à l'heure, on va voir un extrait du film. Donc Louis XVI meurt. Alors il faut savoir que le 21 janvier, c'est une date importante aujourd'hui encore pour les royalistes. Alors oui, il y a encore des royalistes en France, il n'y en a pas beaucoup, mais ils existent encore. Et le 21 janvier, ils portent un foulard ou une écharpe blanche, le blanc étant la couleur de la monarchie, voilà, c'est un symbole pour eux du jour où on a tué le roi. Alors, je rappelle quand même, contexte, on est en janvier 93, c'est toujours la guerre. Je vous rappelle qu'il y a toujours Brunswick, là il n'est pas content du coup puisqu'ils ont tué le roi, qui veut marcher sur la France. L'Autriche-Hongrie n'est pas toute seule, ils ont une coalition autour d'autres pays qui se sont alliés, qu'on a vu sur la carte, vous vous souvenez, c'est les pays qui étaient en rose. À l'intérieur du pays, on se souvient qu'il y a des guerres civiles, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, notamment en Vendée, en Normandie, donc on va envoyer l'armée pour combattre les contre-révolutionnaires. La France va perdre de nombreuses batailles et on pense que c'est à cause d'ennemis à l'intérieur du territoire, de gens qui envoient des messages secrets à Brunswick. Vous voyez, donc par exemple, on a massacré dans les prisons tous les nobles, les aristocrates, on pensait qu'ils étaient des alliés de Brunswick et qu'ils envoyaient des informations à Brunswick, donc ils ont été massacrés dans les prisons. Et on va mettre en place la terreur et la loi des suspects, c'est-à-dire que tout le monde est suspect. Vous avez de la famille à l'étranger? Guillotine. Vous avez été marié par un prêtre réfractaire? Guillotine. Vous avez été suspecté de bien aimer le roi ou au début de la Révolution, de ne pas avoir voulu vous battre contre le roi? Guillotine. En gros, c'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle la terreur avec un T majuscule. C'est vraiment une période de la Révolution française, 93-94, qui est instaurée parce que la République est attaquée de toutes parts. Et les révolutionnaires, ils ont tellement peur, ils sont tellement attachés à la République qu'ils vont tout faire pour la défendre, jusqu'à même aller à un régime autoritaire, presque dictatorial. D'accord? Alors ici, on a Robespierre. Donc Robespierre, lui, il est donc membre de la Convention, mais surtout, il est membre du Comité de salut public. C'est-à-dire que pendant la Première République, il n'y a pas un président qui dirige, il y a à peu près une quinzaine de personnes qu'on appelle le Comité de salut public. Et c'est eux qui font, voilà, qui dirigent un peu le pays. Et puis après, il y a la Convention, c'est tous les députés qui sont élus par le peuple, par les riches, hein. N'oubliez pas que c'est un suffrage censitaire, hein, la Révolution française. Alors, le gouvernement révolutionnaire a besoin d'une activité extraordinaire, précisément parce qu'il est en guerre. Sous le régime révolutionnaire, la puissance publique elle-même est obligée de se défendre contre tous les ennemis qui l'attaquent. Donc tous les ennemis, eh bien, c'est tous les autres pays, mais aussi les contre-révolutionnaires en France, en Normandie, en Vendée notamment. Le gouvernement révolutionnaire doit protéger les bons citoyens. Il ne doit rien aux ennemis du peuple, si ce n'est la mort. Donc voilà, tous ceux qui sont considérés comme des ennemis, la mort. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est la mort tout de suite. Vous allez à la guillotine. Il faut savoir qu'on a guillotiné tellement de gens à ce moment-là, à la Révolution française, que les gens dans Paris se plaignaient de l'odeur du sang. On a dû faire bouger la guillotine plusieurs fois parce que les gens se plaignaient de l'odeur du sang. Il faut en guillotiner quand même des gens pour avoir l'odeur du sang, hein. Alors, dans votre cours, je vous demande comment Robespierre justifie-t-il la terreur? Alors, vous pouvez noter, il justifie parce que c'est la guerre, parce qu'il y a des ennemis qui attaquent la République. Donc, pour le bien-être de la République, on peut accepter la terreur, on peut accepter cette loi des suspects. C'est l'argument, en tout cas, de Robespierre. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont ne plus être d'accord avec ça, le fait qu'on guillotine tout le monde à tout bout de champ. Et notamment des montagnards qui étaient dans le camp de Robespierre et de Saint-Just, qui sont Danton et Desmoulins. Danton et Desmoulins, au bout d'un moment, ils vont dire non, c'est plus possible, on est en train de tuer notre propre peuple sous des faux prétextes. On les envoie au tribunal révolutionnaire et ils sont jugés tout de suite et guillotinés. Donc, comme Danton et Desmoulins ne sont pas d'accord, qu'est-ce que fait le comité de salut public? Guillotine. Enfin, guillotine. D'abord, procès. Procès, mais voilà, l'idée, c'est surtout, il ne faut pas qu'ils sortent du procès vainqueurs.
Donc on va les attaquer et faire un procès truqué. Hein, aujourd'hui, les gens qui travaillent, les historiens qui travaillent sur le procès de Danton, ils le disent très bien, c'était pas un procès en bonne et due forme. Alors, on regarde donc la vidéo, le procès et la mort de Danton et des Moulins. Alors, je vous mets à partir du bon moment. Hop. Voilà. Je crois que c'est par là. Silence! Oui, je vais évacuer la salle! Il me semble que vous auriez du mal, non? Je rappelle aux accusés le respect qu'ils doivent à cette cour. Et moi, je rappelle aux citoyens présidents tout le respect qu'ils doivent à la justice. Donc ici, c'est Danton. Aucun accusé n'a été informé en bonne et due forme du délit dont il est accusé. Silence! Passez par derrière. Arrangez-vous pour que cela parvienne à Herman, mais soyez discret. Vous êtes accusé, Danton, d'avoir secrètement et en tout temps favorisé, protégé la monarchie. C'est faux! La monarchie? Redites-moi ça! Redites-le-moi en face! Je vous mets au défi! Danton, un monarchiste? Un monarchiste? Bravo, Jean! L'audience est suspendue! Quoi? La Cour a besoin d'un certain délai pour examiner les preuves présentées. Quelles preuves? Il n'y a pas de preuves! C'est ce dont je me plains! Il n'y aura pas. J'ai ici une déclaration d'un prisonnier du Luxembourg faisant part d'une conspiration entre la femme des Moulins et certains aristocrates pour libérer son mari et Danton. Quelqu'un a-t-il un commentaire à faire? Très bref. Il s'agit d'un faux si grossier que personne ne peut s'y laisser prendre. Je dois vous rappeler, citoyens, que si Danton est acquitté, il donnera un grand coup de balai dans ce comité et le remplacera par un autre, à sa dévotion. S'il se conforme à la loi, notre devoir est de suivre la loi et d'accepter. Quel est ton avis? Ça, c'est Robespierre. Si Danton gagne, Cette république qui a survécu à toutes les attaques de toutes les monarchies d'Europe sera détruite de l'intérieur par la corruption. Nous n'avons pas d'autre choix, citoyens. Acceptons le témoignage que Saint-Just nous apporte. Je propose que le comité annonce à la Convention l'existence d'une conspiration pour libérer Danton et ses... Dans nos églises, il n'avait droit à aucun homme. Et la tyrannie des privilèges. Donc ça, c'est le comité de salut public. On voit, c'est une quinzaine de personnes, hein, je vous ai dit tout à l'heure. la proposition est acceptée. Et Robespierre était un membre important. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit, en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune, et cela dans tous les grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est plus qu'une victoire dans une bataille. Plus que les épées et les canons et tous les escadrons de cavalerie de l'Europe. Et cette inspiration, ce souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu. Cet appétit, cette soif.
Jamais on ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Pour nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir. Donc ils ont été condamnés à mort. Ils vont à la guillotine. Et vous voyez que on guillotinait vraiment beaucoup de monde à cette époque. En même temps, ils sont pas morts. On n'a pas guillotiné juste Danton et Desmoulins ce jour-là. Adieu, mon frère. Samson, prends cette mèche de cheveux. C'est les cheveux de ma femme. Envoie-les à sa mère. Donc la femme de Camille Desmoulins va aussi être guillotinée. Elle s'appelait Lucille. Elle va être guillotinée quelques temps après. Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Maintenant. Alors maintenant, on peut répondre aux petites questions sur la vidéo. Donc, Danton est-il populaire dans l'opinion? Oui, Danton est extrêmement populaire et d'ailleurs, il pense que c'est ça qui va le sauver à son procès. Il pense qu'il sera jamais attaqué parce que le peuple le soutient. Et là, on voit très bien que le peuple, il dit rien, il n'est pas joyeux parce qu'on a tué. Danton, au contraire, il se demande où est-ce que la révolution est en train d'aller si on tue même les révolutionnaires de la première heure. Donc Danton, oui, il est plutôt populaire dans l'opinion. Ensuite, de quoi l'accuse-t-on? Donc vous pouvez noter qu'on l'accuse d'être un ennemi de la République et on l'accuse d'être un monarchiste, c'est-à-dire de défendre le roi. D'ailleurs, ça le fait rire lui-même puisqu'il dit vas-y, redites-moi en face que je suis monarchiste. On l'a accusé aussi d'avoir été corrompu. On disait souvent que Danton, il était corrompu, ça veut dire qu'il avait touché de l'argent pour rendre des services à certaines personnes. Alors, l'accusation d'être monarchiste aujourd'hui, c'est sûr que si on reprend la Révolution à l'envers, on se dit oui, c'est sûr qu'au début de la Révolution, Danton, il voulait pas forcément tuer le roi. Vous vous souvenez, on avait vu la fusillade du Champ de Mars. C'était hors la loi d'être républicain à l'époque. Donc c'est un peu se marcher sur la tête. Parce que oui, effectivement, au début de la Révolution, tout le monde est monarchiste. Tout le monde veut garder le roi. C'est très très rare les révolutionnaires qui, dès le début, voulaient la mort du roi.
Donc voilà, il est accusé de ça. Que fait le comité pour être sûr de faire condamner Danton? Vous avez vu le comité de salut public, donc il va faire des fausses preuves, des faux témoignages pour faire condamner Danton. Et on voit bien l'argument de Robespierre, je vous expliquais tout à l'heure, il veut sauver la République. Il est tellement convaincu qu'il faut sauver la République et que Danton, il est corrompu et qu'il va pas faire les bonnes choses pour la République, qu'il est prêt à faire condamner son ami. Ils étaient amis. Hein. Il faut savoir que Robespierre, c'était quand même le parrain de la fille de Desmoulins. Hein. Donc c'était pas, ils se connaissaient très très bien. Hein. Ils étaient amis d'enfance. Que dit Danton dans son dernier discours au tribunal révolutionnaire? Bon, là, vous me faites un résumé, mais qu'est-ce qu'il dit en gros Danton? Eh bien, il fait un résumé de ce qu'ils ont fait de bien dans la Révolution. C'est-à-dire qu'il dit oui, peut-être qu'aujourd'hui la Révolution elle a mal tourné, mais on n'a pas vécu en vain. Ça veut dire que nos vies n'ont pas été inutiles. On a quand même apporté la liberté, l'égalité, on a aboli l'esclavage. Il dit c'est plus qu'une victoire. On a réussi ça, même si après ça n'a pas bien tourné. Au moins on a réussi ça et il montre son importance dans la Révolution pour avoir fait ça. Et que demande Danton au bourreau? Alors ça, c'est assez extraordinaire, hein, c'est vrai, c'est ce qu'il a vraiment dit au bourreau juste avant de mourir, d'aller à la guillotine. Il lui a dit « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Hein, il avait un sacré franc-parler. Danton, d'ailleurs, il était avocat, vous voyez bien, hein, il parle très bien pendant son procès. Son métier avant la Révolution, c'était d'être avocat. Et donc, il a demandé au bourreau de montrer sa tête. Et le bourreau a vraiment montré sa tête. Alors, on le sait parce qu'on a des témoignages de cette époque-là qui montrent, qui disent que, voilà, que Danton, on a montré sa tête au peuple. C'était sa dernière volonté. Voilà. Après ça, du coup, Robespierre, pas que Robespierre, hein, c'est tout le comité de salut public, va être très très mal vu. Ils ont fait guillotiner des révolutionnaires de la première heure, ils sont allés trop loin. Ils vont mettre en place une terreur encore plus poussée qu'on appelle la Grande Terreur. Et finalement, même Robespierre et Saint-Just vont finir par être guillotinés. On va les accuser d'être des tyrans, hein, d'être des dictateurs. Et ils vont être guillotinés à l'été 1794. On appelle ça le Thermidor, le mois de Thermidor. Voilà, donc la troisième partie du cours, elle s'arrête ici et je vous donne rendez-vous pour la quatrième et dernière partie dans laquelle nous allons parler du directoire, du consulat et de l'Empire. Je vous dis ciao!